Alors bonjour à vous, je m'appelle Fred Savard, bienvenue à ce troisième épisode de On a fait nos recherches. Aujourd'hui, on va se plonger dans les travaux des chercheurs Marco Alberio et Mahé Gilbert Ouimet. Mahé Gilbert Ouimet qui est professeur au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski. Marco Alberio qui est professeur associé à l'UQAM, mais aussi professeur de sociologie économique et du travail à l'Université de Bologne. Et ils viennent nous présenter leur projet de recherche, le projet César, qui visait à analyser les dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale des aînés en milieu rural au Québec. C'est c'est un projet de recherche qui a pris la COVID comme prétexte pour approfondir ses connaissances sur les dynamiques de marginalisation des aînés. Bon, je ne veux pas être prophète de malheur, mais on sait que ce type de pandémie va revenir. On le voit avec la grippe aviaire qui semble avoir en tout cas certains foyers d'éclosion. Donc, ce projet reste extrêmement pertinent et c'est de ça qu'on va parler dans ce troisième épisode dont on a fait nos recherches. Bon épisode tout le monde. Marco Alberio, bonjour. Bonjour. Mahé Gilbert Ouimet, bonjour. Bonjour. Bon, alors là, on va tout de suite plonger dans votre projet de recherche. Je vais peut-être commencer avec Marco. En fait, nous expliquer la genèse, le déclencheur, pourquoi on est aujourd'hui ensemble pour discuter du projet César. Alors, les aînés ont souvent été considérés comme une population à risque d'exclusion. Et pour cette raison, en 2019-2020, juste avant la pandémie, les fonds de recherche du Québec avaient lancé un concours pour une action concertée avec plusieurs ministères pour étudier la problématique de l'exclusion sociale des aînés. La problématique de l'exclusion sociale des aînés est quelque chose qu'on discute depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire que tous les aînés sont exclus ou sont vulnérables, mais c'est sûr que l'âge ajoute une couche, ajoute des problématiques propres à cette tranche de population. Moi, on l'entend probablement, mais je suis d'origine italienne et j'ai vu à la fin février 2020 qu'en Italie, en Europe, la crise était assez dure. On entendait parler de ce virus quand on savait pas d'où ça venait. En Italie, en Europe, ça a commencé genre un mois avant qu'au Québec. Certainement, la COVID est un élément que doit rentrer, cette COVID qu'on connaissait pas, est un élément qui doit rentrer un peu dans cette étude. Celui-ci, c'est pas une étude sur la COVID, mais c'est une étude sur le vieillissement et comment une crise, dans ce cas-là, la COVID, la pandémie, peut changer l'idée du vieillissement et l'expérience du vieillissement. Vous étiez attaché à quelle université, dans quel département pour cette recherche? Moi, j'étais professeur à l'époque, en 2019 jusqu'à 2022, au département Société, Territoire et Développement de l'UQAR, dont je suis encore professeur associé. Pour ma part, je suis professeure au département des sciences de la santé, donc je suis épidémiologiste de formation. Donc notre union dans le cadre de ce projet de recherche-là, Marco et moi, semblait un peu improbable au tout début. Marco fait partie de mes quelques contacts sociaux pendant le début de la pandémie, justement. On s'est rencontrés pour une première fois parce qu'il m'avait invité à faire connaissance, puis à ce moment-là, on s'est aperçu de la force de l'interdisciplinarité entre nos domaines respectifs, la sociologie de son côté, puis de mon côté, la santé, donc l'épidémiologie. Donc, on avait des œillères bien différentes, complémentaires, pour s'intéresser dans le cadre du projet au vieillissement des aînés. En fait, il faut savoir que les fonds de recherche du Québec, comme d'autres fonds subventionnaires, incitent beaucoup l'interdisciplinarité dans les dernières années. Donc, des fois, on est entre guillemets un peu obligé, mais après la pratique de la recherche fait en sorte que pour comprendre un phénomène, il est nécessaire de travailler ensemble, même avec des méthodologies, des modalités différentes. Ben là, on va plonger. Parlons des données, la collecte de données. Comment ça a fonctionné, Mahé Gilbert Ouimet? La collecte de données a comporté deux volets complémentaires, un volet qualitatif puis un volet plus quantitatif, où on est allé administrer un questionnaire à près de 600 personnes âgées
de l'Est du Québec. Ouais. Donc, questionnaire administré par entrevue téléphonique qui visait à dresser le portrait de plusieurs facteurs qui ont pu influencer leur vécu dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et également au-delà. Donc, on a mesuré évidemment différentes formes d'isolement et différentes atteintes à la santé. Un élément important que on a dit peut-être dans le titre, mais on a décidé pour cette recherche de se concentrer dans les milieux ruraux. On fait souvent les études en sociologie, mais probablement aussi, comme Maë nous l'a dit en épidémiologie, sont souvent concentrés dans des contextes urbains ou des fois on parle de contextes nationaux sans spécifier bien le territoire. Et nous, on a décidé vraiment de se concentrer sur des territoires ruraux de l'Est du Québec. On parle de territoires comme la MRC d'Etchema ou de Bellechasse, les Basques et Kamouraska, ou en Gaspésie, le nord de la Gaspésie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi tel territoire au détriment d'un autre? En fait, on a choisi des territoires aussi différents, dont tout d'abord des territoires relativement éloignés des grands centres, mais aussi des territoires qui se distinguaient pour des caractéristiques différentes. Par exemple, on a pris des territoires où la concertation pour les aînés était plus développée et d'autres où c'était quelque chose de plus nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les caractéristiques? Les personnes âgées qui vivent dans des milieux ruraux, dans des régions dites éloignées, les traits sociaux qu'on peut mettre de l'avant seraient lesquels? En fait, on a une variété de milieux sociaux, de revenus, d'origine sociale. Évidemment, il y a pas beaucoup de personnes immigrées, mais disons que la personne aînée type de ces milieux-là, on peut voir des personnes très engagées dans leur milieu. Donc avec une solidarité intergénérationnelle très développée, et d'autres au contraire plus isolés d'un point de vue territorial, mais aussi c'est lié à certaines caractéristiques de profil personnel. Évidemment, l'état de santé, c'est une variable très importante. Il y a le genre. Hommes et femmes n'ont pas les mêmes expériences. Ils n'ont pas eu les mêmes expériences de la pandémie et aussi de l'isolement. Moi, en fait, j'ai hâte de savoir, dans un contexte pandémique, comment ça a été vécu. En fait, un concept qui était vraiment central dans notre recherche, c'était celui de l'isolement social. On l'a étudié sous deux angles, l'isolement social objectif, l'isolement social subjectif. L'isolement objectif vient faire référence à la fréquence des interactions sociales, à la participation à des activités en dehors du domicile. Tu parlais du bénévolat, entre autres. Mais il peut s'agir du nombre de visites que recevait une personne ou de sa participation à des événements sociaux communautaires. Dans notre projet de recherche, nos résultats ont montré que l'isolement social objectif était fréquent, à la fois chez les hommes, chez les femmes, mais un peu plus fréquent chez les hommes. Un homme sur 4 versus un peu moins d'une femme sur 5. J'y reviens dans un moment. L'isolement subjectif, lui, réfère au sentiment de solitude ou à la faible appartenance envers notre communauté. Donc, c'est davantage la façon dont une personne va percevoir ses interactions sociales indépendamment de leur fréquence réelle. Donc, nos résultats montrent que pour cet isolement-là subjectif, autant d'hommes, de femmes dans notre étude étaient touchés. On parle d'environ 1 sur 4 chez les hommes, chez les femmes. Ce qui suggère que même si les femmes semblaient maintenir plus de liens objectifs pendant la pandémie, leur ressenti d'isolement était aussi fréquent que celui des hommes. Deux exemples concrets sur les types de contacts qu'on a mesurés précisément dans l'étude. On s'est intéressé aux activités sociales réalisées à l'extérieur du foyer. Donc, les interactions, par exemple, qui découlaient de ces activités-là se concentraient pendant la pandémie
autour d'activités familiales, amicales. Le bénévolat, les activités communautaires, en revanche, ont presque cessé durant la pandémie. J'ai le goût de vous dire, on écoutait les consignes. Environ 50% des personnes, donc 1 sur 2, dans notre bassin de répondants, ont réduit leur activité sociale, tout type d'activité confondues. C'est important, je pense, d'emblée de mentionner l'envers de la médaille, c'est-à-dire le positif. 1 personne sur 2 a réduit ses activités sociales, ça veut dire qu'1 sur 2 ne les a pas modifiées, ces activités pendant la pandémie. Ça rejoint l'idée que la ruralité semble avoir eu un effet protecteur durant la pandémie. Dans les régions rurales, avec une densité de population moins élevée, des mesures gouvernementales qui visaient à les protéger en restreignant nos déplacements vers ces régions-là ont contribué à les protéger contre la propagation du virus, ce qui a pu favoriser, même si c'était pas promu, là, la poursuite de certaines activités. Il est clair comme la pandémie est un élément, et pas le seul, mais un élément qui change un petit peu l'expérience du vieillissement. C'est un peu un élément une loupe à travers laquelle on peut comprendre certains mécanismes associés au vieillissement. On voit émerger aussi des défis associés aux besoins des aînés. C'est toujours difficile de comprendre ce qui venait avant et ce qui venait après. Alors, par exemple, un besoin, et ça c'est un peu la difficulté d'étudier la pandémie, surtout en différentes périodes, avant, pendant, après, et quand termine la pandémie. Ça a été un peu le défi pour notre étude, mais pour d'autres études également. Et alors, mais on a vu, pour compléter un peu ce qui disait Mahé, à travers les données quantitatives, mais aussi des données qualitatives, on a fait une centaine d'entrevues auprès des aînés, auprès d'intervenants sociaux, des proches aidants, des entrevues assez longues, des fois de 2-3 heures, parce que les personnes étaient relativement bavardes. Elles avaient besoin de parler, et on voit donc des difficultés accrues d'accès aux services de soins et aux services en général. Il y a eu une réduction, évidemment, ça change de certains moments. Du début de la pandémie, ces fermetures étaient un peu plus intenses. Après, ils ont commencé, les services se sont adaptés, mais il y a eu une réduction de l'offre de services, et, par exemple le transport. Et il y a eu des retards dans la prise en charge. Évidemment, après, avec le temps, ces retards ont été rattrapés, mais sur certaines choses, c'est un retard qui s'est cumulé. Et donc, effectivement, il y a eu des difficultés accrues d'accès pour des populations qui déjà avaient une difficulté d'accès à des services. On ne se cache pas que dans certaines régions, l'accès à des médecins spécialisés, à des interventions très spécialisées, ça se faisait et ça se fait encore de manière plus difficile. Et des nouvelles problématiques, Mahé a parlé beaucoup de la question de l'isolement social et donc de la santé mentale. C'est des choses qu'on associe pas directement aux aînés. Évidemment, on sait que dans chaque tranche d'âge, il y a des problèmes associés à la santé mentale, des spécificités, mais disons, socialement, on pensait pas qu'il y avait une émergence par rapport à la santé mentale des aînés. On a beaucoup entendu parler une alarme dans la santé des jeunes. Mais évidemment, la pandémie nous a amené une lumière sur ce problème de la santé mentale et de l'isolement pour les personnes âgées, et pas seulement pour ceux qui habitent dans les milieux ruraux, mais on n'en entendait pas beaucoup parler de ces personnes. Et un autre problème, une autre problématique on la connaissait, les services la connaissaient, mais était pas éclatant comme aujourd'hui, c'est la question des services alimentaires. La pandémie a fait comprendre qu'il y avait vraiment un enjeu dans l'approvisionnement de biens. Donc, évidemment, les gens pouvaient plus sortir ou voulaient plus, et le gouvernement incitait à pas sortir pour aller à l'épicerie. Mais il y a donc des choses contingentes à la pandémie. On ne peut pas sortir, mais aussi des choses plus structurelles. Par exemple, il n'y a pas d'épicerie, je n'ai pas l'auto pour aller à l'épicerie dans l'autre village. Alors, la question
des services alimentaires, de ce qu'on appelle de plus en plus des déserts alimentaires. Évidemment, les petites épiceries de village sont super importantes et sont celles qui ont permis à ces personnes de s'en sortir. Évidemment, avec des organismes qui apportaient de la bouffe, de la nourriture, et les familles et tout ça. Mais après, c'est pas juste d'avoir de l'alimentation, mais surtout de l'alimentation de qualité. Donc, des fruits, des légumes, et on sait comment, en milieu rural, pendant la pandémie, mais aussi après, l'accès à ces denrées alimentaires de qualité, c'est très important. En ce qui a trait à la santé mentale spécifiquement, oui. En fait, j'amènerais une précision. Dans notre projet de recherche, on s'intéressait à une atteinte spécifique à la santé mentale qui est nommée détresse psychologique. La détresse psychologique, c'est des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, on est allé mesurer par questionnaire ces symptômes-là chez notre bassin d'environ 600 participantes. La détresse psychologique, c'est une atteinte précoce à la santé mentale, même si son nom peut sembler alarmant parce qu'on parle de détresse, là, ce n'est pas une atteinte sévère. Par contre, elle peut jouer un rôle déterminant dans le développement des atteintes qui sont plus sérieuses, ce qui en fait une cible de prévention à fort potentiel. Dans notre étude, la détresse psychologique était pas influencée par l'isolement social objectif. Autrement dit, le simple fait d'avoir moins d'interactions sociales n'aurait pas entraîné de détérioration de la santé mentale chez les personnes interrogées. Par contre, l'isolement subjectif était associé à une détresse plus fréquente. Donc, les personnes qui se sentaient isolées socialement avaient une probabilité de détresse psychologique environ 2 fois plus élevée. Ça montre que les sentiments de solitude ou de manque de lien à la communauté avaient un impact important sur la santé mentale, indépendamment de la quantité réelle d'interactions sociales. Donc, nos résultats soulignent l'importance de considérer, en plus de la fréquence de nos contacts sociaux, la manière dont on perçoit nos relations, puis dont on se sent connecté à notre communauté. Parce que dans le fond, on est dans le registre de la perception d'une certaine façon. Oui, mais dans les études aussi sur la pauvreté, on a développé de plus en plus des mesures subjectives. Justement, dans le passé, on étudiait beaucoup la pauvreté et on a commencé à se dire, c'est pas juste la pauvreté monétaire, c'est aussi les relations sociales qui ont un impact sur les personnes. Et donc, c'est pas juste combien de contacts ils ont, mais la perception qu'ils ont de ces contacts. Est-ce qu'ils pensent avoir des contacts de qualité? Est-ce qu'ils se perçoivent comme exclus ou pas? Donc, la perception, finalement, a un impact énorme sur les actions. On pense souvent que les perceptions, c'est juste des sensations. Moi, je préfère le mot représentation parce que c'est vraiment, les représentations sont très puissantes. Les représentations de nous-mêmes, mais celles des autres aussi. Ils ont une action performative, je dirais, sur la réalité. Donc, si une personne se perçoive comme pauvre, exclue, aura certainement une attitude d'exclusion par rapport aux autres, d'isolement, de protection. Donc, la manière, c'est pas juste des perceptions. On peut très bien les appeler perceptions, mais ces perceptions-là, ces représentations, je dirais, ils ont une capacité performative d'agir sur la réalité et de la transformer en négatif et en positif. Pourquoi dans les actions, dans l'intervention sociale auprès des aînés, on parle souvent d'empowerment. C'est de donner le pouvoir, c'est d'émanciper. Le Québec a une tradition énorme d'action communautaire émancipatrice. C'est parce qu'on essaye de travailler sur l'auto-perception des gens, sur comment ils se perçoivent pour retrouver en eux-mêmes le pouvoir d'agir. Évidemment, c'est pas juste une question psychologique, c'est un pouvoir d'agir social. Mais c'est très important de voir cet effet performateur de la perception des représentations. Ça me fait penser à comment on parlait des personnes âgées pendant la COVID. On avait l'impression qu'on infantilisait énormément les personnes âgées qui devenaient, dans le fond, des statistiques de succès ou non des politiques
des actions gouvernementales pendant la pandémie. Donc, est-ce que vous avez pu mesurer quelque chose par rapport à leur perception du discours collectif pendant une pandémie? En fait, peut-être, je dirais pas mesurer, mais on a, surtout à travers le qualitatif, mais des fois aussi à travers le questionnaire, on a pu l'observer. On a enregistré des discours, on a recueilli des témoignages, et vous avez raison, Fred, il y avait un discours assez infantilisant des aînés. Ils ont été construits comme une population à protéger. Ouais. Ce qui est pas faux, mais en même temps, ça a créé une forme de stigmatisation, une forme aussi d'agisme, et des fois, plusieurs aînés ont dit de se sentir pointés du doigt. Ouais. Par exemple, quand ils allaient à l'épicerie, et ça, encore plus dans un milieu rural. Bien sûr. Avec un peu de hey, madame, vous voulez pas vous protéger? Qu'est-ce que vous faites ici? On peut vous amener l'épicerie à la maison, allez chez vous, rentrez chez vous, petite madame, petit monsieur. Donc souvent les personnes nous racontaient ça là. Et on a vu vraiment cette impression d'être, vous l'avez bien dit, infantilisé. Et il y a des choses qui sont restées après la pandémie, en positif et en négatif, c'est certainement l'attention aux personnes aînées, en positif comme en négatif. Et il y a aussi des éléments d'agisme qui sont restés dans le post-pandémie. Maë? Effectivement, plusieurs éléments éloquents sortis du discours recueillis à travers les entrevues. L'exemple de l'épicerie, Marco, me revient en tête spontanément. Également, à travers le volet qualitatif, on a mesuré, on parlait tout à l'heure, Fred, de perception, mais on mesurait est-ce que j'ai ressenti du stress par rapport à la pandémie, notamment par rapport aux différentes mesures qui étaient mises en place, dont ces mesures-là de confinement volontaire. Puis il y a une très forte proportion, ce qui est pas surprenant, des répondants de notre étude qui mentionnaient avoir ressenti un stress directement lié aux mesures en place. Donc, on n'évaluait pas spécifiquement la stigmatisation dont ils avaient été victimes à travers le questionnaire, mais on pouvait quand même percevoir le stress psychologique engendré par différentes mesures en place. En effet, cette mesure du stress qui a été faite dans la partie quantitative a été significative pour valider un peu aussi nos données qualitatives. En fait, on a essayé, c'est pas toujours facile de le faire, mais on a essayé de faire dialoguer les entrevues, donc l'approche plus directe face à face, avec l'approche plus quantifiante. Après, ça reste toujours des discours. C'est pas que les chiffres sont plus précis des mots, c'est vraiment la mesure, la manière de les apercevoir, de rendre compte de la réalité des personnes. On a parlé tantôt des organismes communautaires, la tradition aussi qui existe au Québec. Je ne sais pas si c'était un objet d'étude dans votre recherche, mais est-ce que on a, j'imagine, est-ce qu'on accorde toute l'importance aux organisations communautaires dans les milieux ruraux auprès des organisations politiques? Pendant une pandémie comme on a vécu, est-ce que les organisations communautaires, les organismes communautaires ont été sollicités comme elles pouvaient ou ont été mises de côté? Est-ce qu'on a reconnu cet apport-là qui est, je pense, essentiel dans le monde rural depuis très, très, très longtemps? Non, certainement, le secteur communautaire, associatif, d'économie sociale a été fondamental. Nous, on a rencontré plusieurs acteurs, des acteurs des institutions sociosanitaires comme les C3S. Et ils étaient aussi des partenaires de ce projet, avec les ministères aussi qui ont financé. Je l'ai dit, mais je tiens à le redire, ils seront contents. Le ministère et le FRQSC, sans leur financement, sans leur apport, cette étude n'aurait pas eu lieu. Et alors, c'est important de le rappeler. Mais tous les acteurs qu'on a rencontrés ont souligné l'apport fondamental de l'intervention sociale d'acteurs différents.
Ouais. Donc, on a les acteurs communautaires, les acteurs publics et aussi des fois moins visibles, mais les acteurs aussi du privé. Je mentionnais par exemple les épiceries, ils ont eu un rôle dans les communautés. Ouais. Donc, ce qui a amené la pandémie, et ça je le dis pour cette étude, mais aussi pour avoir travaillé beaucoup avec le secteur communautaire. On a fait des tables rondes avec une cinquantaine d'organismes pendant la pandémie. Ouais. Ce que les acteurs communautaires ressentaient, c'était que la pandémie avait un peu nivelé. En fait, ils sentaient beaucoup pendant la pandémie plus de reconnaissance par les acteurs, par exemple institutionnels, Ouais. du C3S, etc. En fait, la pandémie, comme c'était une crise qui a frappé vraiment en pleine face, Ouais. comme on dit au Québec. Ouais. Vous voyez, j'ai encore des expressions très québécoises, même si j'habite en Italie depuis 4 ans. Il y a eu vraiment un nivellement par le haut. Un nivellement par le haut. Oui, en voilà. fait, on écoutait tout le monde, pas un nivellement par le bas, mais disons qu'il y a eu des tables, des concertations, des tables d'urgence aussi de crise, des unités de crise qui avaient lieu tous les jours, des fois la nuit, des fois le jour, etc. Et alors, on a tous mis les mains à la pâte et on a travaillé. Évidemment, après, les acteurs communautaires le disent souvent, même après, ça s'est pas transformé en une augmentation, par exemple, des financements au secteur communautaire, etc. Mais finalement, il y a eu beaucoup de reconnaissance pendant la pandémie. Après, malheureusement, mais je voudrais en parler plus tard parce que c'est quelque chose pour le post-pandémie que je pense c'est important à reconnaître. Pour les défis, l'intervention sociale, oui, a été très importante, reconnue, mais elle a rencontré aussi des défis importants. Donc, d'abord, ce qui touchait aussi les aînés, mais a touché également les intervenants. Une évolution rapide des consignes sanitaires et la crainte des intervenants de ne pas faire les choses correctement. Surtout au début de la pandémie, quand les consignes changeaient d'un jour à l'autre, on savait plus si on pouvait aller au bureau, si on pouvait pas, si on pouvait sortir d'une région à l'autre, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, la rapidité des changements des consignes était un enjeu pour l'action, pour l'intervention. Une explosion aussi du télétravail, des téléservices et une limitation du soutien à domicile, même pour les plus vulnérables. Évidemment, les choses ont changé après parce que les consignes ont évolué, donc il y a des mesures qui se sont affaiblies, mais on a dû du jour au lendemain changer les pratiques d'intervention sociale. Des gens qui rencontraient leurs clients, leurs patients tous les jours en personne, qui allaient en voiture dans les villages plus éloignés, devaient rejoindre les personnes aînées au téléphone. Évidemment, c'est pas la même chose. Ou des fois par Internet, et c'est pas toutes les personnes aînées qui ont accès aux technologies. Et donc, dans les 3 ans de pandémie, il y a eu des cours qui se sont mis en place. Ils ont aidé les aînés à apprendre la technologie pour pouvoir mieux les desservir, mais c'est pas des choses qui ont pu être faites d'un jour à l'autre. Alors, c'est vraiment une réaction, une capacité de réaction et d'innovation importante qu'on a demandé au milieu communautaire, sans toujours avoir les ressources. Et il faut rappeler, et je conclus cette partie sur cet élément, que surtout au début de pandémie, vu les consignes, comme disait Maë, du gouvernement, il y a eu une perte massive de bénévoles de plus de 70 ans qui sont devenus malades ou craintifs de la pandémie. Alors, les organismes communautaires ont perdu aussi ces ressources-là. Alors, ils ont dû faire dans toute cette situation. Ça a eu un impact sur les bénévoles dont ça manquait, j'imagine, aussi ce contact-là social, et ça a eu un impact sur les organisations communautaires qui comptaient sur ces bénévoles-là pour assurer les services. Donc, c'est un impact à 2 niveaux.
Oui, exactement, en disant qu'il y a eu une adaptation des moyens pour maintenir la participation sociale des personnes, aînées en particulier. Il y a eu quand même une solidarité communautaire des milieux ruraux qui était visible. Il y avait, même s'il y avait cette perte de bénévoles, ils essayaient de les impliquer autrement, par exemple faire des appels à d'autres. Ils ont activé des mécanismes, disons, des petites innovations sociales, je veux dire des choses, faire les choses différemment. L'innovation sociale, au final, c'est ça, c'est répondre à des besoins qui sont pas répondus seulement par l'État ou le marché ou la communauté toute seule, c'est de faire les choses autrement. Donc, il y a vraiment eu un éveil de la population aux enjeux qui touchent les personnes aînées. Il y a eu vraiment une... Ouais. Bon, vous vouliez aborder l'aspect post-COVID, parce qu'on veut, bien sûr, aussi, j'imagine, quand on fait des travaux de recherche comme ça, apporter une nouvelle pierre pour l'édifice qui va suivre la COVID. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des acquis qui sont restés? Est-ce que, bon, j'imagine, en temps de crise, la capacité de concertation peut être souvent peut-être accru parce qu'il faut réagir. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent socialement qu'on garde ces acquis-là et qu'on améliore en fait des pratiques qui étaient peut-être déficientes et que la COVID a surligné? Oui, en effet. Après, je laisse aussi la parole à Maë, mais je pense que le défi est tout dans le post-COVID. Ouais, donc, dans la phase qu'on a vécue dans les dernières années, qu'on est en train encore de vivre. Pendant la pandémie, nous l'avons dit, nous avons agi dans l'urgence. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a vraiment compris dans tous les pays? Je parle aussi de l'Italie. Je disais, ça fait 3-4 ans que je suis en Italie. Et alors, j'ai un double regard, Italie, Québec. J'étudie les deux pays. Je fais même une partie de l'étude en Italie. Et alors, je peux voir les similitudes et les différences. Mais je pense que dans tous les pays, pas juste au Québec, on a découvert l'importance, la vraie importance des services de base, de la santé publique, des médecins de famille et du besoin aussi de pallier au sous-financement du secteur communautaire et de l'économie sociale. Pendant la pandémie, même les politiciens en ont beaucoup parlé dans tous les pays. Mais est-ce que cela s'est vraiment transformé en décision politique de plus grand financement, d'investissement massif dans la santé et dans les services sociaux? C'est pas toujours le cas. Mais je pense que c'est difficile de donner pour les phénomènes politiques aussi. En plus, je suis sociologue, je suis pas un politiste, mais c'est sûr que le défi est vraiment là. Et il faut pas oublier ce qu'on a vécu des fois, ce temps de la pandémie. Même pour les aînés, on commence à les rencontrer à nouveau, à faire des présentations publiques de nos résultats. Et eux, ils nous disent, c'est comme si c'est passé 20 ans de la pandémie. Donc, il y a un décalage temporel très important. Et ça, sur la société, ça peut avoir aussi un impact négatif parce qu'on pense que ça va plus se reproduire. Non, c'est ça. Au contraire, et ça aussi sur les politiciens, au contraire, on doit vraiment penser, je dis pas dans un état toujours d'urgence, mais planification, à planifier notre santé publique par rapport aux crises qui peuvent arriver. Et ça a été la COVID, ça peut être une autre crise sanitaire ou climatique. L'environnement est un enjeu qui est en train de nous frapper au visage de manière très, très importante. Oui, moi, j'aurais envie de vous parler de santé puis d'innovation. Donc, certaines notes d'espoir, je dirais. Selon mes constats, notre projet de recherche, ce qui va rester de nos apprentissages, c'est aussi l'importance de ce qu'on appelle le bien vieillir. Le bien vieillir, c'est une expression qui désigne une approche globale où on va chercher à améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes en tenant compte de tous les aspects de leur bien-être. Donc, on inclut pas seulement la prévention de la dégradation de leur état de santé, mais aussi le maintien de leur autonomie, de leur intégration sociale, leur équilibre psychologique et une participation
active à la société, aux communautés. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux personnes de vieillir en bonne santé dans un environnement adapté à leurs besoins. Fait qu'est-ce qu'on a appris? Comment on peut s'y prendre pour favoriser le bien vieillir au Québec? Ben, on innove. Puis au Québec, on est fort en innovation, même si on n'a pas toujours les ressources, comme dit Marco, mais c'est vrai tout de même qu'on est fort dans l'innovation. Depuis près de 3 ans, j'ai le goût de vous parler d'un mécanisme d'innovation qui prend de plus en plus de place au Québec. On a près d'une douzaine de laboratoires vivants axés spécifiquement sur le vieillissement, justement financés par le FRQ. Ouais. Les laboratoires vivants, c'est une plateforme de recherche qui met les citoyens ici, les personnes vieillissantes, à l'avant-plan du développement de solutions vraiment axées, adaptées à leurs besoins. Donc, on décloisonne l'écosystème pour les amener, les personnes âgées, à collaborer directement avec des chercheurs, le milieu communautaire, des experts, des politiciens. Donc, on vient tester des solutions en contexte réel pour accélérer leur déploiement. Par exemple, en ce moment, on a un laboratoire vivant qui teste des technologies, des stratégies pour réduire l'isolement social chez les aînés, puis améliorer leur participation à la communauté. Donc, à mes yeux, ce qu'on garde pour le post-pandémie, c'est ce genre de structure, de plateforme où on développe des initiatives agiles, prometteuses pour répondre aux défis de maintenant, puis aux défis actuels, c'est-à-dire aux défis futurs également qui pourraient notamment émaner là, de prochaines crises. Ce qui est très important aussi par rapport aux actions qui peuvent être mises en place, c'est vraiment toujours de mettre en place des actions non normatives. Donc, de partir des vrais besoins, de partir, de pas penser qu'il y a une recette pour les aînés, pour les jeunes, pour certaines populations, mais partir de l'expérience vécue de ces personnes-là et justement, comme le disait Maë, co-construire des réponses. Alors, peut-être ce que la pandémie a amené comme apprentissage, c'était l'importance d'impliquer les personnes âgées, donc les populations qui sont la cible un peu des mesures, de les impliquer dans la construction de ces innovations. Et en fait, c'est toute la question des approches d'innovation sociale que j'ai étudiées au Québec et maintenant en Italie depuis une dizaine d'années, de faire avec, de plus faire pour les personnes, comme on a souvent pensé les politiques publiques, mais de les faire avec. Par contre, comme je le disais, il y a la question des responsabilités. L'innovation sociale, les innovations avec la communauté ne peuvent pas être une excuse pour le pouvoir public pour désengager, pour se désengager. Donc, il est important. Et Marco, je pense que pour les groupes communautaires, on a souvent utilisé ce leitmotiv-là, c'est-à-dire on va se désengager puis on va confier ça aux organisations communautaires sans nécessairement faire suivre les sommes nécessaires. Exactement. L'innovation sociale, c'est pas faire les choses mieux avec moins, mais c'est faire les choses mieux, mais avec des ressources. Voilà. Alors, parce que en italien, on dit on fait pas mariage avec les figues séchées. Ça veut dire que quand tu fais un mariage, ta table doit être pleine. Oui, tu vas avoir des figues qui sont fraîches. Et pas juste les figues, il faut avoir de la viande, des pâtes, il faut avoir un peu de tout. Alors, c'est vraiment la question des responsabilités. Définir la sphère des responsabilités. Il y a toujours la sphère publique, la sphère communautaire, familiale, qui a été surchargée dans les dernières années, et la sphère privée. On oublie, quand on parle d'innovation sociale, des fois, on met de l'avant beaucoup le communautaire et l'État. Mais il y a aussi des innovations sociales qui partent par une initiative du secteur privé. Évidemment, il y en a, par exemple, du côté des technologies, du côté des transports en commun. Il y a des sociétés de transports en commun qui intègrent des innovations pour certains territoires, certaines populations. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut
même du côté des chercheurs et du secteur communautaire, il faut pas a priori dire l'État est méchant ou le secteur privé est méchant. C'est juste le communautaire qui fait la job. Dans les dernières années, on a eu une surresponsabilisation du secteur communautaire. Mais on comprend de plus en plus que l'innovation sociale est faire avec toutes les sphères de la société. Donc, trouver une nouvelle manière de créer des alliances nouvelles, des manières de faire innovantes. C'est ça l'innovation sociale. C'est pas juste un produit, c'est pas introduire une politique ou introduire un service. C'est de faire les choses de manière différente. Et ça aussi pour la question des aînés. Maë Gilbert, oui, mais on va terminer en fait. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui va rester de tout ça, des apprentissages par rapport à vos travaux de recherche? Qu'est-ce qui va rester? Quelles seront les nouvelles perspectives maintenant que la COVID est derrière nous, cette pandémie-là est derrière nous? Est-ce que ça se peut qu'on ait changé nos perceptions des personnes âgées? Ou au contraire, on a vraiment pu identifier que l'âgisme était peut-être plus présent qu'on le pensait? Je vais répondre de manière un peu connexe à ta question, Fred. Donc, je me permets d'être un peu rebelle ici. Moi, j'ai envie de revenir à la santé mentale. Donc, ce qu'on laisse derrière, c'est une déstigmatisation de la santé mentale. Pas seulement notre équipe, là, mais la marée de projets qui ont eu cours pendant la COVID. Le discours populaire en ce qui a trait à la santé psychologique a changé. Il y a définitivement un avant, un après. Pour les personnes âgées, pour la population en général, ça va laisser place à des innovations, à des réponses aux besoins, à du soutien qui était moins présent auparavant. Donc, je trouve que c'est un point majeur et important là, pour clore notre échange aujourd'hui. Effectivement. Marco Alberrio? Oui, en fait, la pandémie a clarifié l'existence de formes d'agisme auprès des institutions publics, même des organismes d'intervention, des fois, de différents niveaux et dans la société en général. Donc, c'est pas que ça existait pas, mais la pandémie les a dévoilés. Alors, ça veut pas dire que les mentalités évoluent rapidement. Donc, et ça peut changer beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, certainement, nous a fait comprendre qu'il y a eu de l'agisme aussi quand on parlait de l'accès aux soins. Comme il y avait des modèles aussi qui pensaient à donner priorité à quel type de population, et ça c'est certainement des formes de discrimination basées sur l'âge. Donc la pandémie nous a permis de voir tout ça et évidemment d'agir dans le quotidien, mais aussi au niveau des pouvoirs publics en augmentant les interventions. On peut aussi travailler sur les problèmes d'agisme, par exemple. Ben, merci à vous deux. Merci, Fred. Alors, merci au professeur et chercheur Marco Alberrio et à la chercheuse et professeure également Maë Gilbert Ouimet. Vraiment, c'était un épisode très intéressant. Alors, comme vous avez peut-être pu l'entendre, l'enregistrement s'est fait en ligne. Le professeur Alberrio était en Italie. Et Maë Gilbert Ouimet était à Québec. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la fin est un peu abrupte. Pour avoir plus de détails sur leurs travaux de recherche, vous allez sur le onafaitnosrecherches.com. Tous les détails sont là. Bien sûr, il y a les autres épisodes. Il va y en avoir d'autres qui s'en viennent très, très, très bientôt. On va d'ailleurs parler de physique quantique dans le prochain épisode qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Alors voilà. Merci d'être à l'écoute et on se retrouve très, très bientôt.